c'est plutôt prévention. Mais je vous pose la question parce que moi je vois l'un des premiers cas justement que j'avais vu, qui a été un déclencheur, si on peut dire, chez un je citerai pas le nom, mais c'est un grand boulanger de l'Ouest, là aussi, je ne sais pas si c'était avec vous, c'était avec Benoît, je ne sais pas si Benoît Sago était là, mais en gros, le problème était le suivant. Vous aviez un chef d'atelier d'un atelier de fabrication de boulangerie qui, en dehors du boulot, avait eu un week-end un accident de bagnole. Et l'autre qui s'était démonté l'épaule complètement. Et les autres cas de figure étant là, c'est-à-dire que ce type connaissait parfaitement les process et avait la connaissance des tours de main de l'entreprise globalement bien spécifique. En plus, le patron n'avait pas du tout envie de lui coller une inaptitude définitive pour qu'il soit, et l'autre souhaitait continuer à bosser. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le processus d'intégration et la connaissance puis le goût des dispositifs d'assistance physique sont venus par un cas qui était un cas pathologique et qu'il voulait lui-même rester en emploi et que l'employeur voulait garder en emploi. Enfin bref, les copains aussi, tout le monde voulait là. Et d'ailleurs, dans les fêtes, ça s'est passé assez marrant, c'est-à-dire qu'on lui a mis, il y avait eu un truc à l'épaule gauche, je crois, on lui a mis un dispositif pour aider cette épaule, et en fait, ils se sont rendus compte que ça facilitait les gestes pour beaucoup d'autres. Et à ce moment-là, ça a été testé sur d'autres. Ce que je veux dire, c'est que les questions sont assez proximes. D'abord parce que une de mes copines médecins, qui était un jour où on avait organisé un truc ensemble il y a quelques années, on se disait, bon, il y a les gens normaux et les malades. Vous avez écouté, Marie, vous racontez n'importe quoi, parce qu'il faut bien savoir que les normaux, dits normaux, c'est à peine 20%. Tous les 80% des hommes, vous avez tous des trucs qui décodent quelque part et qui peuvent être plus ou moins graves, qui hélas pour vous peuvent s'aggraver, mais en gros la norme n'existe pas. Voilà. Donc la question c'était comment on fait, parce que demain on aura ce type de cas. Anaïs, vous comment vous avez vu, parce que je sais qu'aussi chez vous vous êtes confronté à ce genre de questions. Sur la question des différences et des similarités sur les intégrations en prévention et en maintien dans l'emploi, sur les similarités, c'est la volonté de l'opérateur, qu'on soit sur de la prévention ou du maintien dans l'emploi. On peut considérer qu'effectivement dans le maintien dans l'emploi, l'exosquelette soulège, du coup il est pertinent, du coup il est accepté. En fait c'est trop beau pour être vrai. Je vais prendre une expérience qui est très concrète. Moi, sur une demande d'un médecin du travail, je me suis vue arriver dans une entreprise. Elle est arrivée hyper contente à l'idée de soulager une personne qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et quand je suis arrivée et que j'ai dit au monsieur, alors du coup vous êtes content, on a trouvé la solution, on va pouvoir vous aider. Et en fait je suis arrivée devant un monsieur qui tirait vraiment une gueule de 3 pieds de long pour être dans l'expression, et qui m'a dit non mais en fait moi le boulot m'a cassé, je suis à 2 ans de la retraite, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Donc, et en fait j'ai discuté avec le médecin et je lui ai dit enfin on peut lui laisser un exosquelette. Mais globalement, il n'en veut pas, il ne le portera pas, et même si on le force à le porter, il ne trouvera pas de bénéfice parce qu'il a juste envie d'arrêter son métier. Et du coup, c'est une intégration qui était déjà morte avant même d'avoir débuté. Donc je pense que la clé de voûte, c'est la volonté de la personne qui va porter l'équipement. Alors, pas plus têtu qu'un âne, n'y allez pas si la personne elle vous dit non. Enfin, c'est de l'argent dépensé inutilement, ça n'a pas d'intérêt. Et après, par contre, il y a effectivement des différences sur les intégrations prévention et maintien dans l'emploi, où il y a d'autant plus d'importance à suivre l'utilisateur qui a une pathologie parce qu'il a physiquement des impacts qui sont forts, et on doit mesurer l'indication, l'absence de contre-indication aussi à l'utilisation de dispositifs d'assistance physique, qu'on aurait un peu moins sur des personnes en prévention primaire, en bonne santé, jeunes, bien que on part du principe qu'une visite de contrôle, c'est jamais du luxe. Peu importe la condition physique de la personne et avant l'intégration de ce type d'équipement. Moi, j'ai souvenir d'un de vos témoins, et puis après on va en venir, il y a quelques questions du chat, et puis aussi à vos questions, interventions, commentaires et autres. Mais moi j'ai souvenir d'un de vos témoins qui était, alors c'était une enceinte, là il y avait un monde fou,
Et donc il avait une peur absolument extrême de prendre la parole en public, c'était votre maréchal Ferrand. Et votre maréchal Ferrand, donc c'est un garçon qui doit approcher les 50 balais, en gros, un peu comme ça. Et bon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le travail d'un maréchal Ferrand, mais maintenant vous n'avez plus d'assistant avant, comme partout, vous aviez le Gus qui faisait les fers et qui ferait et autres, et un autre qui s'occupait du cheval. Et là maintenant, il faut qu'il fasse en gros tout seul, avec des gestes qui sont quand même des gestes complexes. Je dirais que 800 kilos contre 60 kilos, il n'y a pas photo sur ce qu'il peut gagner, hein, globalement. Et donc, c'est très dur. Et donc, ce garçon, je veux dire, pour moi, c'était intéressant parce que c'était vraiment Zorro, d'un seul coup, il avait découvert ça, et justement, aussi sur les effets sur sa vie perso, parce que ce garçon, il était complètement caché. Effectivement, il se demandait comment je vais continuer, alors que c'est ça que j'aime. En plus, il était spécialisé dans un type de ferrure, il était spécialisé dans les chevaux de sport, pas les chevaux de course, hein, c'est pas du tout pareil, les chevaux de sport. Et donc avec des ferrures très particulières sur le métier d'artiste, donc il aimait vraiment ce qu'il faisait, comment on fait. Et là, il disait que je rentre chez moi le soir, je peux avoir une vie normale, je suis pas affalé dans mon canapé en train de crever. Et son problème, c'était drôle, il avait une jeune apprentie, une alternante comme notre jeune homme qui globalement est là-bas, il avait une jeune apprentie qui avait 25 ans et qui, elle, pour elle, la prévention, pour le coup, la pure prévention, c'était pas quelque chose qui lui rentrait, ça lui passait exactement. Donc ça, c'est vraiment une question là-dessus. Effectivement, la durée de vie professionnelle moyenne d'un maréchal Ferrand, c'est 10 ans, avant qu'ils arrêtent de travailler parce que trop contraignant et que généralement ils déclarent des pathologies. Et effectivement, ce maréchal Ferrand a commencé lui à avoir des grosses problématiques lombaires et du coup se poser la question de je vais devoir arrêter mon métier passion, et qui se posait la question de comment il allait faire, et qui avait aussi un retentissement sur sa vie personnelle. Donc il a lui intégré l'exosquelette dans le cadre de son maintien dans l'emploi, donc avec un accompagnement des médecins du travail et de Cap emploi. Il a commencé à utiliser cet équipement au travail, mais aussi à la maison. Et effectivement, son apprenti, au début, ne voulait pas du tout entendre parler de l'exosquelette. Et en fait, on l'a laissé, puisqu'elle ne refusait pas. Je n'avais pas la force. Et en fait, il s'est passé, tout ça, c'était en 2019, vraiment il y a quelques années maintenant. Et en fait, l'année dernière, donc, ça faisait 3 à 4 ans que maintenant elle exerçait ce métier. Elle a commencé, elle, à ressentir les effets de son métier sur le corps. Et c'est elle, en fait, qui a sollicité donc, du coup son employeur, le maréchal Ferrand, qui était équipé, pour dire, en fait, finalement, peut-être que je voudrais m'y mettre parce que je sens que je commence à fatiguer. Et au final, ça s'est fait plutôt naturellement. Ça, on voit bien ce glissement, cette espèce de contamination qui va se faire et qui est en train de se faire. Je dis d'abord parce que le vieillissement est une réalité, globalement une réalité pour tout le monde. La nécessité, le besoin ou l'envie de travailler va globalement demeurer. Alors, j'ai une question qui est une question qui vient du chat et pour vous Frédéric, et qui est dans ces types d'actions, encore une fois que ce soit maintien dans l'emploi, prévention ou autre, qu'en est-il du secret médical? C'est Jessie qui prenait la parole, là j'ai pas la liste. Sur le versant prévention primaire, il n'y a pas de... Pardon. Sur le versant prévention primaire, il n'y a pas de secret médical, puisque c'est plutôt à partir de la tâche, de l'étude de poste, et sont des personnes en bonne santé. Après, dans les personnes qui sont en situation de handicap, le secret médical n'intervient pas. L'employeur est au courant de la mise en équipement, puis l'employeur sait que la personne a une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, mais ne connaît pas la raison pour laquelle la personne est en reconnaissance pour travailleur handicapé, et le financement est externe de toute façon. Donc il n'y a pas de lien avec le diagnostic, la maladie, ça n'apparaît nulle part, sauf si l'agent en parle dans son environnement, ce qui arrive très classiquement. Mais non, moi, le secret médical, ça bouge pas ça sort pas du cabinet médical. Oui, mais je crois que c'est important. Merci en tout cas à Jessie Doucet d'avoir posé la question, parce que la question se pose, et va se poser notamment quand on voit ces chevauchements problématiques de plus en plus. On peut comprendre les craintes des uns et des autres face à ce... D'où l'intérêt de faire de la prévention primaire, parce que comme ça, on peut voir des exosquelettes de façon indifférenciée, et on ne peut pas
étiqueter la personne. On ne dit pas, tiens, elle est handicapée parce qu'elle a un exosquelette. Nous, on fait de la prévention primaire. Actuellement, on a 10 exosquelettes, 8 en prévention primaire et 4 2 en prévention secondaire et 2 en prévention tertiaire. Donc comme maintenant ça se généralise, on ne peut plus stigmatiser ou étiqueter une personne. Si je peux mettre, je suis d'accord avec vous sur l'objectivité de ce que vous dites, mais la crainte et la perception, elle peut en fait toujours être là. Donc je pense que c'est bien de poser la question et de le redire. Oui, mais là, ça fait 24 ans que je suis les agents. Ils savent très bien que je ne vais pas violer le secret médical. Ils ont l'expérience. Je veux dire que c'est pas bien sûr, mais c'est l'expérience avec vous, et ça renvoie à ce qu'était une question posée globalement par ailleurs, avec d'un certain côté le rétrécissement, si on peut dire, de la démographie des médecins et des médecins du travail. Qui sera maintenant, enfin ça c'est les autres questions, des questions de data, quid de la confidentialité de ces questions-là et que globalement elles ne sortent pas. Alors ça c'était une question. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question, Jacques, ou une question dans la salle là? Il y a une question technique sur l'utilisation d'un référentiel INRS sur l'analyse de la charge. Bon voilà, donc quelles sont les... ça, on rentre sur les questions tech sur lesquelles c'est pas forcément le truc là, mais bon, on imagine, vous à RAC par exemple, quand vous faites vos tests, vous utilisez les référentiels existants. Moi je veux dire, tout ce que j'ai eu là, que ce soit à titre de prescription, soit à titre de guide. Si vous pouvez prendre la parole peut-être, c'est vous qui êtes un peu plus proche, Anaïs. Alors, on va remettre l'église au centre du village. L'exosquelette ne va pas permettre d'augmenter la capacité physique d'une personne. Donc les normes de port de charge qui sont disponibles et que vous trouvez sur le site de l'INRS, elles restent exactement les mêmes avec ou sans exosquelette. Ça ne change pas. Le tonnage journalier porté ne change pas qu'on ne porte pas d'exosquelette. Le but de l'exosquelette, c'est faire ce qu'on fait dans la limite de ce qui est légal et raisonnable et des capacités physiques d'un homme, mais de diminuer les contraintes, et c'est tout. C'est juste ça. Attends, prends le micro, ouais, vas-y. Ce qui va sans dire, on va mieux en le disant. Ce que dit Anaïs sur les tonnages, les poids des charges, les aspects réglementaires, s'entend aussi sur les cadences, oui, et sur le rythme de travail. Et là, on rejoint les enjeux d'organisation du travail dont on parlait tout à l'heure, qui sont vraiment au cœur de la prévention primaire. Quand on passe les normes, c'est pas vers l'exosquelette qu'il faut se tourner, c'est effectivement qu'il faut retravailler sur les aides techniques, l'organisation du travail, l'ergonomie globale, mais c'est vraiment pas... Enfin, l'exosquelette, c'est tout sauf la bonne solution. C'est même la pire des solutions. Oui, moi je vais faire parler Justine justement globalement sur ces questions et sur les guides et les référentiels. Et moi j'ai une question plus générale. Pardon, j'ai une question plus générale sur où les entreprises qui sont là, ou vous. Est-ce que vous avez, par exemple, pour l'instant je n'ai vu ça qu'en Suisse, est-ce que vous avez des approches systématiques, c'est-à-dire une approche d'entreprise selon les postes pour avoir les types d'équipements qui seraient ou qui ne seraient pas prescrits? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce garçon qui était dans la poste en Suisse, mais aussi qui sont des métiers qui sont en pleine transformation et ils ont droit, j'allais dire, au même type de problématiques que nous, les vieillissements et autres. Et donc, ils avaient approché ça, j'allais dire, à la Suisse, c'est-à-dire de façon ultra rigoureuse, avec... C'était la charte et le guide qui me faisait penser à ça, c'était un guide simplement, mais c'était selon les types de postes croisés avec l'âge, enfin globalement, les caractéristiques morphologiques, démographiques connues, quels étaient, et donc selon le type de geste qui avait été analysé complètement avant, quels seraient les équipements qui seraient éventuellement, tout ça étant conditionnel, qui seraient éventuellement conseillés. J'avais trouvé vraiment que l'approche était tout à fait méthodologiquement intéressante, parce que ça voulait dire
que l'ensemble de la structure se mettait, j'allais dire, en position d'analyse de prévention pour ce type de choses. Est-ce que, Anaïs ou vous, toi, tu as eu en... Non mais peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un de la CARSAT. Quelqu'un de la CARSAT. Qui est inscrit, non, ou même en visio, il y a peut-être quelqu'un de la CARSAT. Voilà. La CARSAT se révèle. Merci, monsieur. Oui, bonsoir à chacun, Jean-Jacques Hans, contrôleur de sécurité CARSAT. Je crois vraiment que l'important a été dit, c'est-à-dire qu'il faut analyser effectivement l'activité réelle et ne pas penser équipement, exosquelette. Parlons d'abord d'organisation, parlons d'action humaine. On sait tous très bien, depuis le début on le dit, l'exosquelette c'est pas un couteau suisse, c'est vraiment quand il n'y a plus rien derrière. Et donc avoir des espèces de grilles analytiques qui permettraient de couvrir toutes les activités d'une entreprise, pour moi c'est pas réaliste. Merci. Je crois que sur le principe et sur le fond et sur l'éthique, c'est vous qui avez raison. En revanche, si je peux me permettre, et pardon, pour connaître aussi un certain nombre de profils d'employeurs, ils ont envie d'avoir, même si on leur dit une croix dessus, et finalement c'est une démarche analytique qu'il faudra, d'avoir ce type de guide. Et je vois ce garçon donc avait monté ça. Pardon ? Ils ont tort. Bon, voilà, oui, vous avez raison. Il en sort, mais néanmoins, c'est un auxiliaire. Alors, la pédagogie, de temps en temps, utilise des voies diverses. Je ne sais pas si, est-ce que Lionel est... non, Lionel n'est pas là. Non, Lionel n'est pas là. Lionel, c'est notre deuxième canal historique. C'est avec lui qu'on a monté les premiers. Et Lionel, alors, juste, je vous le dis là, ça va lui faire rougir pendant qu'il n'est pas là, donc c'est bien. Lionel est chargé d'innovation et de dispositifs d'assistance physique à la SNCF. Ça fait un bout de temps que globalement il a monté ça, donc il travaille en étroite bien sûr relation avec tout ce qui est prévention de ce côté-là. Il a essayé à un moment, alors je capte complètement, il a essayé à un moment d'être aussi concepteur et d'inventer ce qu'était la demande finalement générale des managers de son entreprise. Je voudrais un exosquelette couteau suisse. Et ben, c'est pas possible. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que vous vouliez en dire, Anaïs. Je vais me faire rapidement la voix de Lionel Giovanelli, donc, qui est effectivement à la SNCF, ou aussi, je prends mon exemple, Tanguy Loubière de Vinci Construction, qui ont mis au sein des structures des grilles de projet avant l'intégration de l'exosquelette. Dans ces deux structures, ce qui est ultra cadré, c'est que toute demande d'exosquelette doit nécessairement être dirigée vers ces deux personnes. Et ces deux personnes, elles vont reprendre le projet à la source pour d'abord dire, bon, c'est quoi la problématique, on analyse l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire, et elles vont en fait rebalayer tous les principes de prévention, et si on arrive à de l'exosquelette, dans ce cas-là, elles vont aller chercher les fournisseurs de solutions avec une grille d'exosquelette qui existe en disant, selon tel type de problématique, on peut aller chercher tel ou tel type de solution. Et en fait, ça a été un peu coupé les demandes d'exosquelettes qui pouvaient venir d'un peu partout et popper un peu comme des trucs, ah bah tiens, c'est nouveau, c'est sympa, de l'exo par-ci, de l'exo par-là. On revient à, d'abord, ça passe par l'ergo, l'analyse, on vérifie ce qu'on peut faire et seulement après on arrive à de l'exosquelette, mais au moins c'est cadré et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, vraiment un cadrage très précis. Exactement, c'est très nécessaire qu'il y ait, j'allais dire, une réponse de l'entreprise, même si c'est une réponse seulement process, pour éviter ça. Moi, je veux dire, les premières études qu'on avait faites, moi j'ai faites avant d'aborder le sujet, donc il y a un peu plus de 5 ans, et c'était notamment auprès de sociétés d'autoroutes, je ne dirais pas les noms, mais en gros pour savoir ce qu'ils faisaient, puisque par exemple, pour tout ce qui est l'entretien des végétaux ou les entretiens d'autres, enfin, et poser des cônes ou autres, ça c'est vraiment sont des gestes répétitifs, compliqués. Et alors, quand vous faisiez par la base, hein, j'entends, en prenant, j'allais dire, la remettre la vue basse sur ce type de truc, on vous disait, ah bah oui, ils en ont bien acheté dans telle agence, mais alors finalement, on ne savait pas pourquoi, ils auraient pu, alors, ouais, vous en trouverez sur les échelles là-haut. Et donc ça, vous avez eu un certain nombre de, j'allais dire, à la fois d'acquisitions intempestives, donc c'est des erreurs de budget, mais c'est surtout
des erreurs et des freins à la perception et des freins ensuite à l'intégration tout à fait forts. Donc voilà, je crois que moi c'est ce qui m'avait frappé dans ce qu'avait mis en place ce garçon. Je partage avec vous le fait que c'est... et ça peut avoir un effet délétère, voilà. Parce que... Micro, bassine, parce que c'est mieux pour la captation, mon cher monsieur. Bon, il y a le micro, je veux dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça peut avoir un effet délétère. Il y a tout un accompagnement. On a parlé beaucoup de pédagogie. Et tout à l'heure, on faisait un peu le parallèle avec des ceintures lombaires, c'est pareil. Hein, on a vu des atrophies musculaires parce qu'il y avait un port excessif de ceinture lombaire. Et donc, l'exosquelette, déjà catalogue, on n'y croit pas, moi j'y crois plus depuis très longtemps. Il y a toute cette démarche. Et vraiment, il doit y avoir cet accompagnement justement du collaborateur pour que quand on n'a pas de solution, cet exosquelette puisse apporter bien pallier peut-être à des difficultés rencontrées. Mais ça doit vraiment pour moi être très très cadré. Merci de votre perception et je crois de votre expérience surtout, votre expérience sur le sujet. Alors, on se pose une question de sémantique, est-ce qu'on continue à appeler ça exosquelette? Il faut bien nommer les choses, hein, comme dirait l'autre. Donc, dispositif d'assistance physique, ça fait un peu d'ab, et donc distributeur automatique, c'est pas forcément complètement ça. Donc, voilà, on mettra au vote et à vos envies. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques, et puis peut-être un rebond les uns sur les autres. Oui, vous, monsieur. Voilà, du coup, alors attendez, venez, voilà, et puis il faut qu'on vous ait en micro aussi. Très bien, j'espère qu'on m'entend, je vais me présenter vite fait, mais du coup je suis plutôt sur le menton ou sur la bouche. Je suis référent handicap. Finalement, oui, c'est la question, à quel moment en fait on commence à mettre en place de la pédagogie pour que les gens aient une bonne connaissance de la technologie et finalement qu'on ait la meilleure adoption même possible de la population. C'est-à-dire que là, les exosquelettes, j'imagine que c'est un certain coût, donc on a un nombre limité. Forcément, en termes d'arbre de décision, on va privilégier les personnes qui ont plus besoin, dans lequel ça va être le plus finalement utile en termes d'efficacité. Sauf que j'imagine que si demain on parle d'exosquelettes, vous allez avoir un flot de demandes qui va être déraisonnable. Donc à quel moment finalement dans l'innovation on commence à enclencher de la pédagogie pour anticiper en se disant que de toute façon l'effet waouh, et là à chaque fois qu'il y a une innovation, soit l'effet waouh, soit au contraire l'effet de rejet, en mode je comprends pas ce que c'est, je ne veux pas, etc. Donc est-ce que vous avez analysé finalement à quel moment on commence à enclencher, à en parler Ben voilà, c'est le médecin qui répond, c'est comment est-ce qu'on dit le diagnostic et qu'est-ce qu'on dit. Merci monsieur, c'est une question très intéressante. Curieusement, on n'a pas eu un flot de demandes après l'introduction. On a introduit les exosquelettes, on a introduit 8 d'un coup sur 5 sites en juin 2023. Il n'y a pas eu de flot de demandes. Par contre, les agents qui ont été équipés ont conseillé d'équiper d'autres collègues sur certaines tâches. Et ça, mais pas pour le même type d'exosquelette. Parce qu'on a équipé en 8 agents pour les exosquelettes pour les membres supérieurs. Et là, des agents ont dit ça serait bien pour nos collègues féminines qui travaillent dans les espaces verts, mais là c'est plutôt pour le rachisme. Et c'est pour ça que là maintenant on a fait des essais avec des personnels sur des exosquelettes de rachisme. Pour certains, on a collaboré avec une entreprise américaine qui nous en a donné. Ça n'a pas donné de bons résultats, tant au niveau des agents qu'au niveau des tests avec l'Institut Ingénierie de la Santé. Et là, on a un nouveau modèle qu'on va essayer. Donc on va en acquérir 4 en prescription, en prévention secondaire, sur des agents volontaires qui les ont essayés. Et on en aura 2 qu'on va tester avec le laboratoire de ZIES, qui seront eux destinés en prévention primaire, sur les conseils de collègues qui nous ont dit que ça serait peut-être bien de proposer à d'autres agents un dispositif. Mais il n'y a pas un flot de demandes, il n'y a pas d'effet waouh. Il y a un effet waouh, mais pas tout à fait comme on l'imagine. Et il y a des craintes, il y a quand même des doutes aussi. Les agents sont comme tout le monde. Est-ce que c'est vraiment utile? Donc il faut du temps. Je reviens toujours sur la question en prévention. Il faut du temps. Et il n'y a pas forcément un enthousiasme sur d'autres actions. C'est pareil, on prend tout notre temps
et on regarde les résultats, on interroge les agents. Si les résultats sont positifs, on continue, et puis on essaye de développer l'idée avec d'autres éléments, mais il faut du temps. Et pas se précipiter, et écouter les gens, là j'écoute les collègues, je vais sur le terrain. Il faut être beaucoup sur le terrain. Pas le cabinet médical, c'est bien, mais il faut passer beaucoup de temps auprès des agents, voir ce qui se passe, et de eux, en général, viennent les solutions et les orientations. Et les usages, du coup, ils ont amené des nouveaux usages. Et pour vous, ça a été facile, du coup, de répondre à ces nouveaux usages. Enfin, comment vous les avez intégrés dans vos schémas? Parce que finalement, il y a une certaine flexibilité dans votre façon de travailler, d'innover, d'accompagner, j'imagine. Moi, je n'utilise pas d'exosquelette, donc dans mon travail. Personnellement, je n'ai pas besoin. Donc, c'est plutôt les agents qui créent l'usage en fonction des tâches. Pour certaines tâches, ils ne vont pas les utiliser, même si on aurait pensé, même si j'avais pensé qu'ils allaient les utiliser. Ils sont totalement autonomes, hein. C'est leur exosquelette, leur utilisation, leur usage. Si en fin de journée ils se sentent moins fatigués et qu'ils me disent, pour moi c'est déjà le début d'une sorte de réussite. Et voilà, en fait c'est une culture de la prévention qui s'installe progressivement avec de l'innovation. Il n'y a pas seulement ce type d'innovation, on a aussi introduit un nouveau type de genouillère. Et là, alors là, par contre, il y a eu un effet waouh, un emballement, tout le monde en voulait. Mais bon, le coût étant pas trop élevé, on a pu équiper une vingtaine d'agents avec ce nouveau type de genouillère qui contient un gel. Le brevet, c'est un gel en fait. C'est aussi une forme d'exosquelette, hein, c'est pour les genoux. Donc c'est assez intéressant d'aller plus loin. Bon, il faut aller à Préventica, à tous les Préventica, et vous découvrez des choses et vous testez. Merci à vous. Et je crois qu'on est en train d'arriver au final. Alors, on va considérer, Frédéric, que vous, c'était votre conclusion avec l'importance du temps, de l'attention, du suivi personnel, de quelque part créer, écouter l'envie et le moment où ça bascule. Un petit peu à chacune, là, Christelle, votre phrase de conclusion, votre vigilance sur l'ensemble. Eh bien, moi, je dirais, il faut pas confondre l'envie et le besoin. Donc on peut avoir envie mais pas besoin, on peut avoir besoin mais pas envie, voilà, on a tous les cas de figure. Christelle? Le côté après, il y a le côté volontaire des personnes qui est vraiment à prendre en compte. Et nous, chez nous, il y a le côté volontaire des salariés, mais il y a aussi des personnes qu'on accompagne, qu'il faut qu'on prenne en compte parce que sinon elles ne seront pas utilisées. Et le côté, ce que je retiens, c'est le côté complémentaire de chaque acteur qu'on peut avoir. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de construire et qu'on va encore construire avec les échanges d'aujourd'hui. Merci à vous, parce que là, ce que vous soulignez, qu'on voyait bien, c'est finalement l'interface, l'importance de l'interface entre les deux utilisateurs, c'est-à-dire là où le premier utilisateur pour soi est celui qui vient aider. C'est pour ça que la relation d'aide est très exemplaire là-dedans. Merci, Pauline, à vous. Moi, ce que je retiendrai, c'est à travers l'exemple que vous avez cité du maréchal Ferrand et de son apprenti, et à travers aussi le témoignage de Romane, c'est la question de l'apprentissage en santé. Romane parlait des modules vidéo prévention des TMS qu'elle mettait en place dès l'arrivée des nouveaux salariés, et que finalement cette dynamique et cette culture de prévention, elle est installée au plus vite et pendant toute la durée de la vie professionnelle, et pas seulement quand les problématiques de santé arrivent, ou pas seulement quand les contraintes du travail sont fortes. Donc voilà, ce que je retiendrai, c'est ça, c'est la dynamique de l'apprentissage en santé, quel que soit son âge et quels que soient ses problèmes de santé. C'est une belle formule, merci. L'apprentissage en santé, on va retenir. Alors, on va demander à notre président, pardon, parce que je n'ai pas beaucoup passé la parole, peut-être de conclure. Jacques, à vous, Jacques Bouvet. Venez devant la caméra. Merci à vous. Et on voit en vous écoutant que les exosquelettes ont pris une place. Ont pris une place dans les solutions qui peuvent améliorer les conditions de vie, les conditions de travail. Et le progrès est lent parce qu'il y a des tas de précautions à prendre et parce que c'est complexe. C'est complexe parce que ça touche à la fois à la physique, à la biologie, au comportement, aux conditions de l'organisation du travail. Donc il y a beaucoup de facteurs en jeu et beaucoup de précautions à prendre. Et on a pu aujourd'hui largement développer
ce qui avait comme avancé, ce qui avait comme toujours précaution à prendre. Et donc, compte tenu de la persévérance avec laquelle il faut continuer le progrès sur une voie qui nous apporte des améliorations certaines, avec la satisfaction de voir que ça a bien avancé ces derniers temps, eh bien, je voulais vous féliciter, vous remercier chaleureusement d'être intervenu dans cette table ronde. Merci à vous. Et puis merci. Merci de votre patience. Merci à Marat et merci à Anne-Marie pour le Cercle Entreprise et Santé. Et puis merci à vous de votre patience.